Voilà, donc merci de m'accueillir. Ce que je vais faire ici, c'est essayer de vous entraîner dans une réflexion qui va déborder légèrement le cadre de la prison, sans jamais vraiment le déborder, parce qu'on peut s'interroger sur le maintien du cadre de cette prison. Je vais m'expliquer. Euh, Peut-être commencer en précisant oui, en précisant quel est l'objectif de ma présentation. Je ne vais pas vous parler de l'architecture carcérale en tant que telle, je ne vais pas vous parler des pratiques carcérales, je vais vous parler de la question de la légitimation de la prison, qui est, comme vous le savez, une question aussi vieille que la prison, puisque son côté tout à fait exceptionnel dans les sociétés démocratiques a constamment posé des problèmes de légitimité. Et je vais vous proposer l'étude d'un discours parmi d'autres qui tente de tracer les contours d'une prison pour demain et évidemment de tracer les contours d'une prison légitime pour demain. Et je vais examiner ce discours-là sous l'angle des représentations spatio-temporelles de la prison, c'est-à-dire comment se représente-t-on dans ce cadre-là l'espace et le temps carcéral. Je reviendrai sur les raisons pour lesquelles je lis espace et temps. Et le lien, si vous voulez, que moi je fais avec d'autres travaux que je mène, c'est le lien avec les études de mobilité, qui sont un champ qui se développe de manière assez importante depuis une vingtaine d'années et qui se concentre sur l'étude de la place des mobilités dans nos sociétés, non seulement des pratiques de mobilité, mais aussi des représentations de la mobilité, et qui met ça en rapport avec une évolution des rapports à l'espace-temps. Voilà comment on va essayer de faire le lien. Alors, partons peut-être de quelque chose qui est classique et bien connu, et je suis assez content que la première intervenante ait déjà remis en place toute une série de choses vraiment très intéressantes. Comment se représente-t-on classiquement la prison? Donc, je ne dis pas que c'est ça de nouveau la prison et que la prison correspond à ces représentations. On sait bien, et ça a été rappelé, que la question cellulaire est une question qui est à la fois une aspiration très ancienne, mais en même temps aussi un échec très ancien de la prison. On se la représente du point de vue de sa spatialité comme essentiellement fondée sur l'idée de clôture. Évidemment, la clôture est la clôture de l'enceinte de la prison, qui est d'ailleurs souvent symboliquement très marquée, et donc qui est évidemment la première manifestation de la clôture de la prison. Mais évidemment, cette clôture spatiale, elle est aussi celle de la cellule elle-même, qui est une clôture à l'intérieur de la clôture de l'enceinte. Elle se manifeste aussi par les barreaux, mais aussi par des clôtures sociales. Par exemple, et on en a parlé tout à l'heure, la catégorisation des détenus, qui est aussi une obsession ancienne des administrations pénitentiaires. Cette catégorisation revient aussi à créer quelque part des milieux clos, des groupes clos de détenus qu'on ambitionne de séparer les uns des autres, qu'on ambitionne de soumettre à des traitements différents. Évidemment, cette clôture est aussi évidemment une rupture des communications avec l'extérieur, avec, et ça a aussi été rappelé, tout le discours sur l'isolement des milieux criminogènes, la rupture enfin, l'évitement de la contagion criminelle, etc., etc. Donc, ce qui se passe ici, évidemment, c'est que ces représentations sont fondées sur l'idée d'une clôture spatiale, une clôture qui concerne tant les espaces physiques que les espaces sociaux. Et là, c'est l'occasion d'attirer l'attention sur un élément, c'est que ici, quand il sera question d'espace, il ne sera pas question que des espaces matériels de la prison, mais aussi de la prison en tant que, on va dire, ensemble d'espaces sociaux. Correspondent dans la représentation classique de la prison, la temporalité est la temporalité d'une scansion très importante, avec des articulations très claires des temps, des différents temps. Alors on connaît la symbolique de l'entrée en prison, du jour où on perd sa liberté. On connaît aussi la symbolique, maintes fois représentée dans la littérature, au cinéma, etc., de la sortie de prison qui marque le passage sans transition de l'état de détenu à l'état de personne libre, mais on connaît aussi évidemment la répétition des rythmes carcéraux à l'infini, les horaires stricts, etc., etc. Donc on a une temporalité qui est une temporalité effectivement très peu improvisée, avec des rythmiques
très marquées et avec des articulations très brusques. Ce qui ressort de cela, évidemment, c'est l'idée d'une prison comme figure par excellence de ce que peut être l'immobilisation des individus. Plus qu'une immobilisation au sens strict, on pourrait parler d'une mobilité fortement conditionnée. Les détenus ne sont pas immobiles, mais chaque déplacement est soumis à un ensemble de conditions extrêmement strictes. De la même manière que l'entrée et la sortie de prison, de qui que ce soit d'ailleurs, est soumis à des conditions relativement strictes. Alors faisons maintenant le lien avec une théorisation des rapports à l'espace-temps que j'ai établie avec un collègue, Bertrand Montulet, à la suite de ses travaux et que j'ai continué de développer avec lui ensuite, à savoir, si on veut s'interroger sur le rapport que nous entretenons à l'espace-temps, il faut qu'on s'interroge sur la façon dont socialement nous construisons ces représentations. C'est-à-dire la question c'est, l'espace et le temps, ce ne sont pas des données, ce sont des choses que nous construisons. Nous construisons un regard sur ces espaces et ce temps. La question qui se pose ici, c'est de savoir comment on structure l'espace-temps dans nos sociétés. Comment est-ce qu'on se le représente? La proposition est d'opposer ici deux morphologies particulières, c'est-à-dire deux façons de combiner espace et temps. La forme limite, c'est une morphologie qui combine un espace structuré par des frontières et un temps organisé en stase et en rupture. Alors, expliquons-nous, en fait c'est très simple. L'espace est, quelque part, quelque chose d'informe jusqu'à ce qu'on ait tracé une frontière. C'est ça l'idée fondamentale. C'est par exemple cette représentation de l'espace-temps qui va régir toute l'époque des États-nations. La grande obsession de l'État-nation, c'est fixer une frontière quelque part. C'est tracer une ligne sans profondeur qui séparerait de manière parfaitement évidente et claire un intérieur d'un extérieur. Et puis de faire la même chose à l'intérieur de son territoire. Diviser son territoire en circonscriptions administratives, en provinces, en départements, en communes, en tout ce qu'on voudra. Cette représentation de l'espace-temps est aussi une représentation, cette représentation de l'espace structuré par la frontière, c'est aussi une représentation de l'espace social. L'espace social divisé en classes, où on distingue très clairement les cols bleus des cols blancs, les hommes des femmes, les espaces domestiques des espaces publics, etc., etc. C'est-à-dire que la façon dont on donne du sens à l'espace, c'est en traçant des frontières. À cela correspond un temps qui est organisé en stase et en rupture. Pourquoi? Parce qu'une frontière, pour exister, a besoin de stabilité. Une frontière n'est pas quelque chose qu'on déplace tous les jours. C'est quelque chose qui, a priori, est fait pour durer. Et donc, toute entreprise de tracé d'une frontière a une visée de durée. Ce qui veut dire que si on dit que le temps érode tout le temps, on construit en fait des frontières, des murailles en sable, et elles ne font que s'effriter. Donc, si vous voulez, dans une représentation de l'espace-temps qui se fonde sur la frontière, on doit essayer de scander le temps. Reprenons l'exemple des frontières de l'État-nation. Comment se constituent-elles? Elles sont en fait souvent prétendues éternelles, donc elles sont dictées par la nature, elles sont dictées par l'éternité des peuples qui habitent les lieux, etc. Elles sont effectivement concrètement façonnées par les guerres, c'est-à-dire par des moments brusques et brutaux où tout d'un coup la frontière va varier puis se fixer à un endroit. Elles sont aussi façonnées par les traités qui font varier éventuellement les frontières, mais pas de manière continue, de manière discrète au sens littéral du terme, c'est-à-dire par à-coup. Dans ce cadre-là, dans le cadre de cette représentation-là, la primauté est à l'ancrage, c'est-à-dire qu'on appartient d'abord à un espace. Et puis si on veut bouger, eh bien on franchit des frontières. Donc la mobilité, c'est une mobilité franchissement, une mobilité téléologique qui consiste à quitter un ancrage pour en gagner un autre. Je comprends que c'est un peu du bombardement ce que je suis en train de faire, parce qu'effectivement je débarque, mais malheureusement en une demi-heure je peux difficilement faire mieux, avec un cadre théorique qui a été pensé aussi dans un autre contexte. Mais je voudrais quand même prolonger la torture, le traitement inhumain pendant encore quelques minutes en vous proposant un contre-modèle qui va peut-être aussi aider à comprendre en quoi effectivement il existe des modèles, en quoi il existe des morphologies spatio-temporelles. On peut se représenter l'espace de manière fort différente. On peut se représenter l'espace comme un réseau essentiellement. Dans ce cadre-là, le temps est un flux constant et les relations entre les différentes zones, entre les différents points de l'espace, évolue constamment.
C'est l'idée, en fait, d'un espace qui n'est pas structuré au travers d'une définition de frontières, mais qui est structuré par des pratiques, qui sont des pratiques d'accès, de mise en relation, de communication. Évidemment, quand on parle de réseau, et ça c'est la facilité aujourd'hui, tout le monde pense à Internet, et c'est un très bon exemple, donc ça tombe bien, parce qu'avant on pensait au réseau électrique ou au réseau de distribution d'eau, et ça fonctionne beaucoup moins bien. L'Internet, quel est l'intérêt de cela? Internet, c'est quoi en fait? La question de la distance, la question de la frontière ne se pose pas dans l'Internet. C'est-à-dire que l'Internet, c'est ce qui me permet de communiquer avec mon voisin de bureau comme s'il était à l'autre bout du monde, c'est-à-dire en lui envoyant un mail au lieu de changer de bureau et d'aller lui dire « dis, je dois te parler d'un truc », mais aussi qui me permet de communiquer avec l'autre bout du monde comme si c'était mon voisin. C'est-à-dire qu'il y a finalement une indifférence d'Internet aux frontières, et par contre, il y a une structuration du réseau au travers des pratiques d'entrée en communication. C'est-à-dire que la force du réseau, sa configuration, va dépendre de la fréquence et de l'importance des liens qu'on va tisser au travers de lui. On sera par exemple parfois beaucoup plus proche d'un collègue qui habite en Chine que d'un collègue qui travaille à l'étage en dessous, mais que finalement on ne croise pas. Et c'est plus une question de frontières, c'est une question de pratique. Donc l'espace dans ce cadre-là se structure autour de la pratique de la communication. La mobilité dans ce cadre-là est première. Pourquoi? Parce qu'on se situe toujours par rapport à un autre point en fonction des types de communication qu'on est en mesure d'établir avec. Or, ces communications, elles sont en évolution constante. C'est le propre d'un réseau que d'être un ensemble de potentialités de communication, et donc de varier constamment. L'immobilité, dans ce cadre-là, est relative, puisque chaque point faisant évoluer ses relations avec chacun des autres points, il est en mouvement permanent. Et donc, si je cherche à être immobile dans un espace conçu de cette manière-là, en fait, je suis mobile, puisque tout le contexte est mobile autour de moi. La mobilité dans ce cadre-là est première et elle sera une mobilité dérive, c'est-à-dire une mobilité qui est faite de déplacements plus ou moins voulus. Je me suis formé, j'appartiens à un espace professionnel, mais je ne me suis pas consacré à la formation tout au long de la vie, comme on dit aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe, c'est que mon espace professionnel, lui, s'est déplacé. Et sans que je le veuille, je n'entretiens plus de relation avec lui, finalement, et donc je ne suis plus considéré encore comme faisant partie du cénacle, si vous voulez. La mobilité kinétique est finalement ce qu'on attend de l'individu dans ce cadre-là, à savoir développer une mobilité la plus intense possible pour essayer de tirer un parti maximal de cette configuration. Alors, quel rapport avec la prison? C'est une bonne question. Après 12 minutes, il serait temps d'y arriver. Alors, le matériau sur lequel je me penche est l'ensemble des travaux préparatoires de la loi pénitentiaire belge, dite loi de principe, qui résulte des travaux d'une commission d'experts qui a préparé un avant-projet et puis qui a été consacré donc, dans une loi de 2005. Je le précise d'emblée, qui n'est pas encore entièrement entrée en vigueur, qui peut-être, doit-on dire probablement, n'entrera jamais entièrement en vigueur. Mais c'est une autre question. J'ai prévenu dès le début que je ne m'intéressais pas ici aux pratiques. Le but initial, c'est faire entrer le droit en prison, en tout cas c'est un but central, en réglant la vie en prison, ce qui implique donc de réglementer la discipline, le régime pénitentiaire, les soins, les visites, les communications, etc. etc. C'est une loi très ambitieuse qui vise à réglementer l'ensemble de la vie en prison. Mais c'est aussi, grâce aux travaux de la commission d'experts en question, c'est aussi l'occasion de réfléchir à la prison et, me semble-t-il, de faire émerger ou en tout cas de formuler une utopie carcérale, ou à tout le moins un modèle légitime potentiel pour la prison du XXIe siècle. Évidemment, l'avantage aussi de ce matériau, c'est que c'est un matériau abondant qui permet donc de se pencher sur pas mal de nuances. Alors, la question qu'on m'avait demandé de traiter, enfin j'avais soumis un abstract, puis on en a discuté, donc je l'avais un peu remanié, était essentiellement de me centrer sur la question de la porosité. Vous l'aurez compris, dans une prison qui est vue comme un ensemble de cloisonnements avec un temps extrêmement scandé, on est dans une représentation de l'espace qui est typique de la forme limite. C'est-à-dire que comment la prison existe-t-elle? Eh bien, la prison, elle existe par ses murs.
c'est le mur qui fait la prison. Le mur de la cellule, c'est le barreau, c'est la porte de cellule, etc. Et les articulations spatiales entre la prison et le reste, ou même au sein de la prison, sont des articulations qui sont pensées au travers de la catégorie de la mobilité-franchissement. La question c'est, quand est-ce qu'on a passé la porte? Quand est-ce qu'on a passé le sas? Quand est-ce qu'on est dehors de la prison? Quand est-ce qu'on est dedans? Dans quel espace se trouve-t-on? Etc. Cette vision classique de la prison, évidemment, elle se concrétise notamment dans la façon de penser les couloirs, qui sont quelque part des non-lieux. Les couloirs sont des endroits qui n'existent pas vraiment, au sens où ils ne font que relier des espaces qui, eux, sont clos et donc, eux, ont une signification. Donc la porosité, si la prison devient poreuse, nous sommes face à une remise en question importante de cette façon de concevoir la prison. Alors je ne dis pas que la prison deviendra ou est en train de devenir plus poreuse qu'avant, mais par contre, il me semble qu'il y a toute une série d'éléments dans les discours qui ont été tenus dans le cadre de la préparation de cette loi qui indiquent qu'aujourd'hui, on tente vraisemblablement de légitimer la prison d'une nouvelle manière, c'est-à-dire en s'affranchissant de la catégorie de la clôture. Alors, la porosité, je vais essayer de la penser au travers de 4 catégories. La différenciation, c'est-à-dire l'identité des espaces intérieurs et extérieurs à la prison. La continuité, c'est-à-dire la suppression ou l'affaiblissement de la clôture de la prison. La perméabilité, logiquement, c'est-à-dire la capacité, puisque la clôture est affaiblie, de faire rentrer de plus en plus de biens et de personnes en prison. Et le décloisonnement interne, c'est-à-dire un espace interne qui serait, qu'on rêverait décloisonner. Alors l'indifférenciation. Il y a une chose qui est très frappante quand on lit les travaux parlementaires, c'est le fait que l'institution totale, la prison vue comme institution totale, que ça soit une réalité ou pas d'ailleurs, est vraiment une figure repoussoire. C'est-à-dire que une des choses essentielles qui motive notamment la commission d'experts, c'est de sortir d'un monde dans lequel la prison serait une institution totale. Énormément de problèmes carcéraux sont identifiés comme découlant du caractère total de l'institution carcérale. Quel est le remède à ça? En tout cas, quel est le rêve, le contre-rêve, on va dire? C'est le rêve de la normalisation. Rendre l'espace carcéral normal. Et ça, c'est un leitmotiv qui revient, mais des centaines de fois dans les travaux parlementaires. C'est vraiment le cœur même du projet. Cette normalisation, elle implique, avant toute chose, une indifférenciation maximale des conditions de vie. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les conditions de vie à l'intérieur de la prison doivent être le plus proche possible des conditions de vie à l'extérieur. Donc c'est l'idée que, quelque part, mis à part la privation de liberté et quelques restrictions liées à des impératifs de sécurité, on devrait en prison vivre une vie quasiment identique à la vie qu'on peut vivre à l'extérieur. Ça, c'est évidemment un élément important d'indifférenciation, puisque si on poussait le rêve jusqu'à dans ses retranchements, on devrait ne même pas se rendre compte qu'on est en prison, tellement on y vit une vie normale. J'exagère bien entendu, et la commission ainsi que les parlementaires sont bien conscients du fait que la prison résiste, mais en attendant, c'est cela l'horizon pour l'action. Il y a aussi un deuxième élément de cette indifférenciation qui est assez important, qui est la perte d'exclusivité de la prison. Dans les travaux parlementaires, alors je ne dis pas que des pratiques de ce type ne se sont pas développées depuis longtemps, mais dans les travaux parlementaires, il est explicitement exprimé que la prison n'est plus le lieu exclusif pour purger une peine de privation de liberté, et que, justement, l'avenir de la prison, c'est cette perte de l'exclusivité. Ce qui veut dire qu'on peut conclure que si on vit dans la prison de manière très similaire à la vie qu'on peut mener à l'extérieur, et si en plus la prison n'est plus le lieu exclusif de prestation, enfin d'exécution d'une peine privative de liberté, le rêve qu'il y a derrière ça, c'est l'idée d'un estompement du propre de la prison. Ça serait quasiment une prison devenue méconnaissable, puisque on peut exécuter sa peine à l'extérieur, puisqu'on peut vivre à l'intérieur dans des conditions très proches des conditions qui règnent à l'extérieur. Alors, on est à mon sens ici, dans une assez forte utopie, mais en attendant, c'est une visée. On pourrait pousser les choses jusqu'à se demander si, à la limite, la normalisation de la prison revient à rêver
que les conditions dans la prison soient des conditions normales, conformes à ce qui se passe à l'extérieur, ou si l'idée serait que la prison devienne une norme pour l'ensemble de la société. Continuité spatiale. L'idée derrière ceci, c'est notamment l'idée d'un estompement de l'enceinte. C'est-à-dire que, quelque part, entre les espaces intérieurs et les espaces extérieurs, on sait bien qu'il existe un obstacle très important qui est l'obstacle de l'enceinte. C'est plus compliqué que ça, et notamment Olivier a montré ça dans ses travaux. La clôture de la prison est une clôture plus complexe qu'il n'y paraît. En attendant, dans la représentation qu'on en a, on est bien dans une représentation qui oppose l'intérieur et l'extérieur. Et les travaux préparatoires sont émaillés d'une série d'intentions ou d'appels à des réformes qui montrent que l'idéal est l'estompement de cette enceinte, voire, semble-t-il, sa disparition. Par exemple, il est fortement insisté sur le fait que le détenu doit être vu comme un citoyen actif aussi, est-il souvent affirmé, en ce sens qu'il doit pouvoir participer à la collectivité sociale et participer au débat public. Cela implique évidemment que l'espace social dans lequel il est soit en continuité avec l'espace social qui l'entoure. Donc ici, il ne s'agit pas seulement de la clôture physique du mur d'enceinte, il s'agit aussi de ce projet carcéral fondamental qui est le retranchement d'un ensemble de personnes de la collectivité sociale. Par ailleurs, il est insisté, mais ad nauseam, sur l'importance de l'autonomie du détenu et de sa responsabilisation. Alors il est responsable vis-à-vis de sa propre vie, il est responsable vis-à-vis de ses proches, de ses victimes et des proches de ses victimes. Cela implique évidemment qu'on rompe avec l'idée d'un retrait du détenu de la société et qu'on lui dise finalement, on s'empare de toi, tu n'es plus responsable de rien si ce n'est de ta faute que tu vas expier ici, et en tout cas, tu ne peux plus rien prendre en charge, ni la conduite de ta vie, ni tes relations avec tes proches, ta victime, etc. Donc on voit bien ici de nouveau, et de nouveau c'est quelque chose sur lequel il est très fortement insisté, on voit de nouveau se répéter le motif d'une prison qui serait en continuité avec la société. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'appel à un développement de la justice restauratrice, laquelle, comme vous le savez, implique évidemment l'établissement de communication essentiellement avec la victime, mais aussi éventuellement avec des services d'aide à la médiation. Par ailleurs, il est fortement appelé à la mise en place, ça c'est hors loi de principe, mais la commission appelle ça fortement de ses voeux, il est fortement appelé à instaurer une incarcération qui serait dès l'origine placée sous le signe de la libération, avec une libération la plus progressive possible et notamment avec de nombreux allers-retours sous la forme de congés, sous la forme de modalités particulières de détention en fin de semaine ou uniquement la nuit, etc. Mais donc, ce qu'on invite aussi ici à développer, c'est une circulation qui ferait que finalement la prison deviendrait, par exemple, un logement pour la nuit, quelque part, et donc on voit bien que c'est un appel à la transgression du mur. Alors, la perméabilité à l'extérieur, c'est donc l'idée de faire pénétrer en prison un maximum d'éléments, et une des premières thématiques, évidemment, c'est l'idée de faciliter les visites, notamment d'ailleurs en mimant les conditions de l'extérieur avec des visites dans l'intimité, ce qui rejoint la thématique de l'indifférenciation. Si je peux rencontrer mes enfants à l'intérieur de la prison, mais dans un lieu qui mime un appartement et avec des conditions mimant celles de la vie extérieure, on est bien dans l'idée d'une indifférenciation. Cette facilitation des victimes, des visites, est évidemment une façon d'appeler l'extérieur à rentrer en prison. Par ailleurs, il y a aussi une certaine insistance sur la nécessité d'offrir des soins équivalents à ceux qui prévalent dans la société. Quand on connaît l'état de la question des soins de santé et aussi l'état sanitaire de la population carcérale, on se rend bien compte que si on veut prendre cet objectif au sérieux, ça implique de faire rentrer des équipes médicales pluridisciplinaires et très régulièrement en prison. Je ne dis pas que c'est ce qui se passera, mais en tout cas, dans la représentation qu'on se fait de cette prison idéale-là, il est clair que ça implique de faire rentrer beaucoup de gens. Alors il y a un élément aussi assez intéressant et qui m'a surpris, c'est l'intérêt pour la cantine, c'est-à-dire pour l'accessibilité des biens de consommation. On voit se développer un discours sur la nécessité de cette disponibilité et aussi sur la nécessité pour les détenus
de pouvoir développer des stratégies participatives vis-à-vis de cette cantine, protester contre la faible disponibilité des biens, mais aussi contre les surcoûts. Donc il y a non seulement l'idée de la disponibilité, mais aussi l'idée de la mise en concurrence finalement de la libre circulation des biens à l'intérieur de la prison. Alors on sait bien que ça a des limites et que quand on veut introduire un téléphone, c'est plus compliqué, mais en attendant, ce rêve-là est bien présent. Et quelque part, on peut se dire finalement, on est là face à un modèle idéal d'une prison fondée sur la libre circulation des personnes, des biens et des services, ce qui nous rappelle quand même pas mal de choses. Et ce qui rappelle évidemment d'autres environnements représentationnels que ceux liés directement à la carcéralité. Alors l'idée du décloisonnement, c'est d'abord l'idée que l'isolement est problématique. Et donc ça, je suis aussi fort content que ça ait été rappelé avant, c'est donc la remise en question de l'idée que l'isolement, c'est le mode par lequel la prison doit fonctionner. Alors, premier élément marquant, c'est l'affirmation du fait que le régime standard est un régime communautaire ou un régime semi-communautaire, parce qu'il faut quand même tenir compte du fait qu'aucune des prisons n'a été réellement construite pour ce modèle-là. Mais donc c'est l'idée que la cellule devient juste un espace privé de vie dans lequel peut se retrancher le détenu. Ce qui nous ramène alors, et à mon avis ce qui va poser des questions par rapport à la jurisprudence de la Cour européenne dont on vient de parler, puisque là on voit bien que la prison n'est plus cet endroit où on est reclus, mais c'est un endroit dans lequel on peut se retrancher, ce qui modifie le sens du lieu qu'est la cellule, dont on a vu qu'elle était le lieu symbolique de l'architecture carcérale. Alors, une chose fort intéressante à mon sens aussi, c'est l'idée du décloisonnement des fonctions. On est bien d'accord pour dire qu'a priori, la représentation classique de la prison repose au moins sur la distinction entre les détenus et le personnel pénitentiaire, étant entendu que les uns ont une emprise sur l'autre et les autres étant sous l'emprise des uns. Or ici, à plusieurs reprises, on voit un appel à des coopérations entre détenus et personnel pénitentiaire autour d'un projet carcéral commun. Par exemple, l'idée que la sécurité est une coproduction des détenus et des agents pénitentiaires. Et que donc les agents pénitentiaires ne doivent pas penser cette question uniquement sous l'angle de la répression, de l'application d'un règlement, etc., mais aussi sous l'angle de la création d'un climat de coopération qui permet de faire émerger une sécurité tant passive qu'active. On va trouver aussi des affirmations selon lesquelles les principes de base de respect, de participation, de responsabilisation qu'on entend appliquer aux détenus, il faut aussi les appliquer aux agents pénitentiaires. Parce qu'en fait, ils sont aussi des participants d'un processus ou d'un système qui est le système carcéral. La prison, à ce moment-là aussi, dans ce cadre-là, c'est-à-dire avec un décloisonnement des fonctions, avec un régime communautaire, elle devient un espace social. Elle est pensée comme un réseau social. Elle n'est plus pensée comme un endroit de potentielle contamination criminogène, dans lequel il faut essayer au contraire justement de casser le social, en isolant des monades chacune dans leur espace clos, mais au contraire comme un espace social réticulaire. De ce fait-là, évidemment, appel à la participation. Il faut que les détenus participent via des instances de concertation, mais aussi en prenant en main, quelque part, leur destinée de prisonniers. Cette participation, elle s'incarne notamment dans la proposition d'instaurer un plan de détention. Quel est votre projet ? Voilà la question qu'on entend poser aux détenus quand ils entrent. Qu'est-ce que vous allez faire de ce temps ? À quoi allez-vous recourir ? Et donc, par exemple, les systèmes d'aide aux détenus sont conçus comme des offres de services que le détenu est invité à mobiliser en fonction de ses projets personnels. Rassurez-vous, ça n'est pas encore entré en vigueur et ça impliquerait un bouleversement très important du fonctionnement des établissements pénitentiaires. Mais en attendant, le rêve qu'il y a derrière ça est bien celui d'un milieu social labile dans lequel il est possible d'interagir de façon assez libre. Et donc on est bien, à mon sens, dans un décloisonnement. Il y a aussi, à plusieurs reprises, l'expression d'un intérêt pour les médiations, pas seulement la médiation pénale ou ce genre de choses, mais aussi pour une conception des relations entre les différents groupes au sein de la prison au travers de médiation. Et donc, plutôt qu'au travers de règlements et de processus très clairement régulés,
au travers de médiations qui facilitent à ce moment-là des communications. Alors il est bien entendu qu'il y a des résistances, et donc je ne suis pas en train de vous tracer ce que sera la prison demain, ça je l'ai déjà dit, mais je ne dis pas non plus que les travaux préparatoires sont univoques. Par exemple, il y a une très forte présence de logiques juridiques et juridictionnelles qui sont finalement assez peu compatibles avec cette idée de coproduction, de participation, d'indifférenciation des fonctions, etc., mais qui sont beaucoup plus dans la définition, de nouveau, de frontières entre l'admissible et l'inadmissible, le légal et l'illégal, etc. Et ça, c'était une part importante du projet initial. Ce qui fait que, par exemple, quand on lit les parties consacrées aux questions disciplinaires, par exemple, on sort très fortement de l'imaginaire dont je viens de vous entretenir. Donc il ne faut pas voir ce document comme un monolithe. Il y a évidemment donc toute une rhétorique de droit, de voies de recours, de règlements d'ordre intérieur, etc. Et en parallèle, régulièrement, des appels à la souplesse, aux relations humaines, etc., etc. Il y a aussi, évidemment, de manière très prégnante, une permanence de l'impératif de sécurité. C'est-à-dire que ce rêve est exprimé de façon cyclique. On dit, oui, enfin, si c'est possible du point de vue de la sécurité. Donc il est bien entendu que demeure ici une tension qui sera peut-être une des tensions fondamentales par rapport à ce projet-là, autour de c'est bien de rendre le mur poreux, mais on ne veut pas que les gens sortent. Et donc là, ça risque de poser une série de problèmes. Et puis par ailleurs, émaillent aussi les documents, évidemment pas le rapport de la commission, mais plutôt les discussions parlementaires, des interventions de parlementaires d'extrême droite qui, eux, témoignent de la subsistance d'une conception très traditionnelle, très classique de la prison, et où on voit bien qu'il y a là des éléments de résistance. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont les seuls à exprimer cela. Je ne dis pas qu'ils sont les seuls à le penser, mais je dis qu'ils sont les seuls à le dire clairement. Ce qui est, à mon sens, intéressant si on se penche sur la question des légitimations. Qu'est-ce qui, pour ce personnel politique, est légitime comme projet carcéral? Après, dans les pratiques, après, dans les discours, dans d'autres types de discours publics, c'est évidemment susceptible de varier. Alors, ce n'est peut-être pas la promesse d'une nouvelle prison, mais à mon sens, c'est possiblement l'émergence d'une nouvelle légitimation de la prison, au travers notamment du décloisonnement. Alors ici, je n'ai pas pu aller assez loin, parce qu'il y a pas mal de ramifications. Il y a ici recours à un registre qui, et ce sont des questions que j'ai travaillées par ailleurs, est utilisé dans nombre d'autres domaines, par exemple en matière de management, en matière de résolution des conflits, en matière de normativité sociale, de famille, etc. On peut retrouver le même genre de façon de concevoir l'espace-temps et au travers lui, de concevoir les relations entre au sein de l'espace social, au sein des espaces physiques, mais aussi les mobilités. Et donc ici, je pense qu'il y a potentiellement, enfin j'espère en tout cas, qu'il y a potentiellement un élément de décloisonnement, encore un, de la question carcérale, ce qui est en fait finalement une question très classique. Une des questions qui s'est toujours posée, c'était finalement, tiens, et ça a encore été rappelé ce matin, quelle similitude entre la prison et l'hôpital psychiatrique, ou entre la prison et l'école, ou entre la prison et l'usine. Donc, ce n'est pas une grande nouveauté en soi. Ce qui est, me semble-t-il, intéressant ici, c'est que potentiellement, ce type de regard-là permet d'exécuter ce travail-là. Par ailleurs, il y a un fort lien avec la thématique de la mobilité, dont je n'ai pas pu vous parler aujourd'hui, mais au travers de l'idée d'un idéal mobilitaire, j'ai aussi travaillé sur des impératifs qui sont des impératifs d'activité, d'activation, de participation et d'adaptation, qui sont répétés et qui sont vraiment une sorte de mantra tout au long des travaux parlementaires et qui, à mon avis, font partie de l'édifice de légitimation de la prison. Alors, une des questions que je me pose, c'est celle de savoir si, au plan des discours, bien entendu, on est en train de passer d'une image de la prison comme immobilisation en espace clos à une idée d'une mobilisation dans un carcéral réticulaire qui s'affranchirait assez largement dans l'idée des murs de la prison. Voilà, je vous remercie.